Bienvenue à la 50e vigile, mars 2011. Et ça fait 50 samedis qu'on se retrouve au Champ de Mars. Ah, manque deux. Et il reste 3 vigiles. C'est-à-dire, oui, il reste 3 vigiles avant qu'on ait fait le tour du soleil, que ça fasse 1 an qu'on soit sur le Champ de Mars. Et puis, bon, je vais vous expliquer une fois de plus qu'est-ce que les vigiles. Alors, tous les samedis à 14 h, des vigiles ont lieu au Québec. La création de ces vigiles, inspirée de la place de Mai en Argentine, est née d'un échange entre Luc Archambault, Denis Julien, Sylvain Racine et d'autres membres de Vigile.net. L'idée a fait son chemin et a donné naissance à la première vigile à l'initiative de M. Daniel Leroy devant le bureau de Jean Charest à Montréal le 22 janvier 2011. Le 19 février, à la suite de 3 vigiles montréalaises, Luc Archambault lance la tradition d'une vigile citoyenne hebdomadaire qui se tiendra chaque samedi à 14 h à la place du peuple souverain du Québec, à Québec, sous le nom d'Opération Vigile du samedi. Inspiré par cette initiative, Montréal décide de tenir une première vigile au Champ de Mars derrière l'Hôtel de Ville le 26 mars 2011. L'initiative tente de créer une tradition québécoise historique. D'autres villes se sont joints au mouvement et organisent des vigiles hebdomadaires. Donc, je crois que c'est terminé là, pour Mont-Saint-Hilaire et Gatineau. Donc, Québec, je crois que ça continue. Donc, mars 2011 invite le peuple à créer ses propres vigiles dans chaque ville et village du Québec. Le mouvement Mars 2011 est disponible pour offrir du support à trouver l'inspiration de vous unir dans la rue. Chaque samedi, 14 h, à un lieu de mémoire collective près de chez vous. Une vigile n'est pas un spectacle, personne n'y vient pour divertir ou pour se faire divertir. En tant que citoyens et citoyennes du Québec, nous avons tous un rôle à jouer, celui de veiller, de surveiller, de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler et de nous imaginer autrement. Donc ces vigiles sont autonomes les unes des autres, mais leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution. Mars 2011 vous invite à prendre la parole, participer activement à un exercice démocratique citoyen de base de manière physique et réelle. Sortez du confort de votre maison. Utilisez cette tribune citoyenne non censurée, diffusée sur Internet pour exprimer votre point de vue, dénoncer une situation, proposer une solution ou une action. Le Québec doit changer et ce, dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Merci beaucoup. Alors, place au discours et à la lecture de texte. Thierry Vincent. Là, j'avertis les gens, si vous avez des choses à dire et urgentes, dites-les tout de suite et venez me remplacer parce que je me lance pour longtemps. Hein? J'accapare la place. Et la place où tout le monde se bat pour la voir, il n'y a pas de pause comme la BCR? Non, il n'y a pas de pause possible cette fois-là. Okay. J'y vais d'une traite. Okay. Comme je l'ai dit lors des dernières vigiles, je vais utiliser la tribune comme offre encore mars 2011 afin de tenter de faire ressentir, à l'aide de quelques jalons, le chemin qui nous reste à parcourir avant d'avoir véritablement conquis la vision de notre identité collective, étape nécessaire à l'endurcissement de l'âme québécoise. 4e jalon, le sens des responsabilités. À la fin du film Octobre de Pierre Falardeau, on nous apprend que lors de leur mise en accusation, lorsqu'on leur demandait s'ils plaidaient coupables ou non coupables, Paul Rose, son frère Jacques Rose, Francis Simard et Bernard Lortie, de la cellule Chénier, ont répondu « responsables ». Cette prise de position est pour moi admirable. C'est ce genre de geste qui fait que je suis fier d'être québécois. Responsable. Ce mot est un programme à lui seul. Être responsable, c'est se regarder en face. Grande qualité à acquérir. Je vais le développer aujourd'hui sous un angle que j'ai déjà présenté ici en quelques occasions. Je suis désolé de donner l'impression de toujours taper sur le même clou, mais chaque individu ne détient qu'un nombre limité de connaissances et ne peut donc parler, avec encore beaucoup trop de maladresse, que d'un certain nombre de sujets. Et ce sujet-là est incontournable. Afin de l'aborder, voici maintenant une page de notre littérature populaire. Jean est encore à genoux quand l'un des sauvages s'approche de lui par derrière, saisit le valet par les cheveux, appuie l'un de ses genoux sur le dos de la victime, tire de sa gaine un couteau à scalper dont il lui enfonce dans la tête la pointe tranchante qui décrit un cercle rapide autour du crâne.
Puis, le sauvage retient entre ses lèvres le couteau, d'où le sang dégoutte, saisit à pleine main la chevelure du malheureux, que d'un seul effort, il arrache violemment avec la peau. L'infortuné pousse un hurlement de douleur et reste étendu sans remuer sur le sol. Jeanne jette un cri d'horreur et perd connaissance. Oubliant que ses pieds sont attachés, Mordac veut s'élancer sur les bourreaux, mais il tombe de tout son long par terre, ce qui fait rire les sauvages aux larmes. Après avoir relevé Mordac et l'avoir placé de manière à ce qu'il ne perdît rien de ce qui allait advenir, les Iroquois ramassèrent la victime évanouie, qu'ils ranimèrent en lui jetant de l'eau froide à la figure. Puis, ils l'adossèrent contre un petit arbre auquel il fut solidement attaché. Ces préparatifs terminés, l'un des sauvages saisit des charbons ardents au milieu du brasier et les déposa avec beaucoup de soin sur le crâne sanglant et dénudé du jeune homme. Celui-ci, tout en recommandant son âme à Dieu, se mit à pousser des cris pitoyables qui ne devaient finir qu'avec sa vie. Ce qui précède n'était qu'un prélude, et alors commença une de ces scènes épouvantables, dont l'atroce barbarie ne serait point croyable aujourd'hui si nos annales n'en étaient remplies avec l'attestation des témoins les plus véridiques. Tandis que deux Iroquois, accroupis sur le sol, coupaient avec leurs couteaux les orteils de la victime, d'autres lui arrachaient les ongles des doigts de la main, mais lentement, afin que le supplicié sentît bien chaque nouvelle souffrance. Quand les pieds et les mains du jeune homme ne furent plus qu'une plaie vive, Griffe d'ours écarta ses compagnons. D'un tour rapide de son couteau, il cerna le pouce du misérable vers la première jointure. Puis, le tordant, il l'arracha de force avec le muscle qui se rompit au coude, tant la violence du coup était grande. Et tandis que le pauvre garçon jetait d'horribles clameurs, le chef, avec un sourire de satisfaction, suspendit à l'oreille du patient ce pouce ainsi tiré avec le nerf en guise de pendant d'oreille. Il continua de lui arracher ainsi tous les doigts l'un après l'autre, pendant que ses camarades enfonçaient à mesure dans ses plaies des esquilles de bois qui devaient lui faire éprouver des tortures de plus en plus atroces, car ses cris redoublèrent encore. Satisfait de la dextérité qu'il avait montrée, Griffe d'ours cédait sa place à un autre. Celui-ci s'approcha doucement et coupa tour à tour le nez, les lèvres et les joues de sa victime. Puis, avec un raffinement de démon, il lui arracha les deux yeux, les laissa pendre sur la figure ensanglantée et plaça dans chaque orbite vide un tison ardent. Animés par la vue du sang, tous ces barbares voulurent avoir leur part de jouissance, et chacun se mit à cribler le captif de coups de couteau. Quand son corps ne fut plus qu'une masse de chair saignante, quand leur imagination diabolique fut à bout d'expédients de torture, ils entassèrent des branches mortes aux pieds du supplicié, y mirent le feu, et se tenant tous par la main, se mirent à danser en rond avec des cris de joie. Pleinement éclairés par la lueur du feu, 8 démons nus dansaient une ronde effrénée autour de l'arbre qui retenait le pauvre Jean. Souvent renouvelés dans ses orbites, les tisons ardents jetaient une sanglante lueur sur la face mutilée du supplicié, dont les yeux pendaient sinistrement à la place des joues, tandis que les dents, découvertes par suite de l'absence des lèvres, grimaçaient un rire effroyable. Extrait du roman Le Chevalier de Mornac de Joseph Marmette, publié en 1873 et inspiré en partie des Relations des Jésuites de 1660. Les plus vieux ici connaissent bien ce genre de récit qui, avec la Passion du Christ, satisfaisait un certain goût du morbide, maintenant comblé par les films de zombies, les histoires de tueurs en série et toutes sortes d'autres horreurs que l'on croit nouvelles. Mais je crois à la transmission subconsciente, aux atavismes, aux préjugés culturels que les parents lèguent à leurs enfants, souvent sans même y réfléchir. Tout Québécois de souche, c'est-à-dire dont les ancêtres ont participé à la création de la Nouvelle-France, ou tout nouveau Québécois suffisamment imprégné par la culture ambiante, ne peut entendre les mots amérindiens ou autochtones sans voir surgir ce genre de scène dans son esprit, même si c'est d'une manière refoulée, subconsciente et donc niée. Les guerres contre les Autochtones, et en particulier les Iroquois, ont été réelles. Elles se sont faites ici, à coups de fusil et de hache. La vallée du Saint-Laurent, qui est aujourd'hui une plaine, était, il y a 400 ans, une vaste forêt. Une forêt dont les arbres bordaient les rives du fleuve. Une forêt que l'on dit préhistorique, presque laissée à elle-même depuis son apparition des millénaires plus tôt. Sa densité et la taille de ses arbres sont aujourd'hui difficiles à concevoir. Pour ce faire, il faudrait que vous vous imaginiez une jungle d'Amazonie, mais avec des arbres du Nord. Une jungle d'Amazonie avec tout autant de bêtes sauvages, moins venimeuses, mais plus grosses. L'effort humain qui a amené tant de transformations en 4 siècles a été constant et exponentiel. Ce qu'on appelle aujourd'hui le pillage de nos ressources
à commencer avec l'éradication presque totale des bêtes sauvages, puis par la pulvérisation de la forêt. Nous en sommes aujourd'hui à la roche. Bientôt, ce sera l'eau. Je repense à une courte scène du documentaire L'Erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Mondry. Tirée d'images d'archives, filmées je crois au cours des années 1930, elle nous montrait le tronc d'un arbre gigantesque dans une scierie. Jamais de ma vie, je n'ai vu un tel arbre, debout, vivant. Moi qui ai frémi en voyant le gros érable à giguère mort au fond de ma cour se faire découper en rondelles, j'ai peine à imaginer ce que j'aurais ressenti en voyant tomber un de ces géants. Les gens qui, depuis des siècles, vivaient dans un environnement donné, une forêt dont les chemins les plus aisés étaient ses rivières, et qui l'ont vu petit à petit se faire détruire, ne sont évidemment pas restés sans réagir. Ils n'ont pas cédé le terrain. Ils ont été vaincus, de manière systématique, comme les bêtes sauvages, comme la forêt. Lorsqu'en 1665, 20 compagnies du régiment Carignan-Salière débarquent à Québec, la colonie française est sur le point d'être éradiquée, rayée de la carte par les Autochtones. Mais ce que le roi de France envoie ici, c'est une machine de guerre. Les hommes d'une des armées les plus efficaces de l'époque. Le jeu des alliances fait le reste. Aux féroces et cruels Iroquois, nous avons opposé nos hommes, alliés aux fidèles et doux Hurons. Mais il suffit de lire Fenimore Cooper pour se rendre compte que la férocité des uns ou des autres n'est qu'une question de point de vue. Dans ses romans, ce sont les Iroquois, alliés aux colons anglais, qui sont doux et fidèles, et les Hurons, qui sont féroces et cruels. Mais, me direz-vous, si tous ces Autochtones ont pu si facilement être dressés les uns contre les autres, c'est sans doute que leur haine ancestrale était beaucoup plus profonde que toute l'influence qui a pu avoir sur eux l'invasion européenne. Ils n'avaient qu'à voir à leurs affaires. S'ils avaient su s'unir, si un effort continental avait eu lieu, pas une puissance d'Europe n'aurait pu s'implanter en Amérique. En d'autres mots, leur sort était lié, et d'une manière que l'on pourrait qualifier de naturelle, à leur nature profonde. Leur manque de vision et de cohésion leur a fait mériter leur destin. Heureusement pour nous, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus sages, organisés et prévoyants. Nous tirons, nous, nos leçons du passé et avançons vers l'avenir en toute conscience de chacune des conséquences de chacun de nos actes. Notre survie à nous est donc assurée. Ce qu'il faut se dire, c'est que le monde d'aujourd'hui n'était hier qu'une conséquence potentielle. Le présent n'est pas inscrit dans le passé. Il en est une de ses dérives. Tout aurait pu arriver et son contraire. L'Amérique précolombienne aurait pu repousser l'invasion. Cela n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, ce sont des guerres, avec le résultat que l'on connaît. Sur le territoire actuel du Québec, 10 nations amérindiennes, arrivées ici il y a des milliers d'années, la nation inuit, arrivée quelques milliers d'années plus tard, puis les descendants des Français, arrivés il y a quelques siècles seulement, sont maintenant tous dominés par les descendants des Anglais, arrivés presque en même temps que les Français. Notre relation avec nos conquérants est sans commune mesure avec celle que les Autochtones peuvent entretenir avec eux. De par notre nombre d'abord, de par le fait aussi que nous sommes des Blancs, dont les ancêtres sont venus d'Europe, ce qui implique que notre culture politique, religieuse, sociale, linguistique est très proche de celle des Anglais. Mais surtout, tout originaux que nous soyons, nous sommes avant tout des descendants de colons. Les Français n'ont pas quitté l'Europe pour s'installer en Amérique. Les Anglais non plus. Mais certains groupes d'Angleterre, eux, l'ont fait. Cette caractéristique leur assurant une cohésion sociale, ou devrait-on dire, socio-religieuse plus grande. Les deux puissances, et surtout la française, ont organisé l'installation de quelques hommes, puis de quelques femmes sur ce continent, cela seulement avec pour objectif de s'assurer une mainmise économique sur les richesses de celui-ci. Les échanges commerciaux se compliquant à l'est de l'Europe, sur son front terrestre, la France a ouvert son front ouest et maritime. Les pêcheurs basques, puis normands et bretons, en avance sur l'administration royale, puisqu'ils avaient déjà traversé l'Atlantique et abordé ici, ont vécu ce que les cow-boys américains ont connu après eux. L'espace ouvert dans lequel ils circulaient au péril de leur vie, mais librement, s'est peu à peu fait réglementer par l'autorité de leur métropole. Le français québécois et la culture qui en découle, forgée, remodelée, ressoudée ici, dans ce creuset qu'est la vallée du Saint-Laurent, demeure tout de même le français, une langue qui existe ailleurs. L'éradication totale de toute vie sur l'actuel territoire du Québec ne ferait pas disparaître la langue française de la surface de la Terre. Elle ferait disparaître, irrémédiablement, une bonne dizaine de langues et de cultures autochtones. Cela, il faut en prendre conscience, en tirer des conclusions, prendre des décisions, puis les responsabilités qui en seront les conséquences. Un pays n'est pas synonyme que de liberté. Il est aussi, et peut-être d'abord,
synonyme de responsabilité. Quand on ne prend pas de décision, qu'on ne lance pas d'impulsion soi-même, on suit fatalement celles que les autres nous ont imprimées. Comme ces vieilles lois anachroniques, toujours en vigueur parce que personne ne se donne la peine de les annuler, il y a de ces impulsions qui, si elles ne sont jamais interrogées, se transmettent à travers les générations. Depuis des siècles, nous continuons notre ouvrage de colonisation, c'est-à-dire que nous suivons à la lettre, comme des automates, le plan élaboré par Louis XIV et son ministre Colbert. Exploitation systématique des ressources du territoire. Nous en sommes aujourd'hui au plan Nord. Nous nous sommes installés ici, c'est vrai, mais dans quoi et comment? Nous avons des villes et des maisons, c'est vrai, mais des villes molles, qui s'étendent un peu n'importe comment, élargies, distorsionnées, désertifiées suite aux initiatives à courte vue d'investisseurs myopes, et des maisons qui tiennent plus du cube préfabriqué et interchangeable que du domaine familial bien ancré dans son coin de pays. Notre production artistique est proliférante, c'est vrai, mais cette prolifération est provoquée par un certain affolement, un certain sentiment d'urgence, exacerbé par notre situation politique. Cette production est surtout morcelée. On crée beaucoup, on ne revisite presque jamais. On se garde jeune en se prenant pour d'éternels pionniers. On crée beaucoup, on ne métamédiatise jamais. C'est-à-dire qu'on ne cherche jamais à voir l'ensemble de la créativité québécoise comme un tout cohérent. Chacun sa chapelle, son morceau. Il est temps de s'arrêter, de respirer, d'observer et de prendre ses responsabilités. C'est cela aussi, être indépendant. Et c'est une étape qui précède la prise en charge politique, qui la fonde, sans laquelle toute indépendance strictement politique ne serait qu'une coquille vide, une balloune presque conçue pour éclater. Revenons à la question autochtone. L'évolution d'image que l'on se fait de l'Amérindien à travers les siècles est révélatrice du rôle que nous voulons qu'il joue dans notre mission première, qui consiste à vider le territoire de sa substance. Tout d'abord, durant les 5 minutes qui suivent le premier contact, ce sont les nobles sauvages, des humains d'ailleurs, dont l'exotisme exerce une fascination si grande qu'elle peut être confondue avec une sorte de respect. Puis, nous avons besoin d'alliés. L'hiver ici est terrifiant, un gouffre de froid et de mort pour les Européens. Sans les secours des Autochtones, aucun des premiers explorateurs n'aurait survécu. La transmission de l'esprit de survivance, qui fait que nous sommes toujours ici, mais aussi que nous ne pouvons pas facilement sortir de notre état de soumission, a commencé là. Le fatalisme autochtone, forgé par l'hiver, est devenu l'un des traits particuliers du Québécois. Mais nous avons surtout besoin d'alliés pour commencer à puiser les ressources de ces vastes étendues à exploiter. Le commerce de la fourrure passe par ceux qui connaissent cet immense continent, tant sur le plan des voies de communication que sur le plan humain. Et il y a la concurrence des autres Européens, dont le jeu des alliances n'a rien de simple. Pardon. Et il y a la concurrence des autres Européens et tout le jeu des alliances qui n'a rien de simple. Il n'y a pas d'amitié fraternelle, naturelle, entre Hurons et Français, par exemple. Il y a des jeux d'intérêts politiques et économiques de part et d'autre. Il n'y a pas de répartition simple des nations à travers le territoire nord-américain. Il n'y a pas de nomadisme total, déraciné, ou de sédentarisation absolue à l'européenne. Il y a des déplacements de population, provoqués comme partout par des crises et des guerres, et surtout des manières différentes d'occuper le territoire. Amérindiens et Européens n'obéissent pas aux mêmes règles, aux mêmes critères. Chacun considère que les siens sont les seuls possibles, les seuls hérités du gros bon sens le plus élémentaire. Et c'est ainsi que s'engagent de nombreux dialogues de sourds. Mais il y a surtout que bientôt, les Européens tiennent le gros bout du bâton. L'Europe, l'Asie et l'Afrique, avec leurs nombreuses populations en contact les unes avec les autres, est un formidable foyer d'infections de toutes sortes. Bien des épidémies ont fait des Blancs des porteurs de germes mortels, contre lesquels ils sont parfaitement immunisés. Ce n'est évidemment pas le cas des Amérindiens, isolés par 2 océans. Il y a tant de populations locales qui ont été fauchées par la maladie, que toute analyse démographique est devenue impossible. Les grippes et autres infections ont-elles fait en Amérique les mêmes ravages que la peste noire, qui en Europe a anéanti le tiers de la population? Les ravages ont-ils été beaucoup plus limités, ou pire encore? Les chercheurs n'arrivent pas à déterminer, ne serait-ce que le nombre approximatif d'Amérindiens qui vivaient aux Amériques il y a 500 ans. De plus, bien que n'étant que de pâles ersatz de ce qu'ils construisent en Europe, les installations physiques des colons sont lourdes, rigides, installées sur tous les carrefours naturels. Québec, Trois-Rivières, Montréal, des sites utilisés depuis des siècles. Ils bouleversent les habitudes autochtones.
Leurs voies de communication, leurs ressources, leurs zones d'habitation deviennent inaccessibles. Les Inuits, par exemple, dont le carrefour le plus important s'appelait Wipishtekweyo, finissent par l'abandonner quand les Français prennent de plus en plus leurs aises dans ce qui finira par devenir Québec. Lorsqu'ils se retrouvent en infériorité numérique, les plus entêtés sont tout simplement abattus. Et c'est ainsi, selon la tradition orale Innu, qu'est dégagé l'espace de notre capitale nationale. Le travail de sape, qui avait commencé de manière subtile avec la construction de l'habitation en 1608, a été efficace. Il continuera sans interruption. Que se serait-il passé si la conquête n'avait pas eu lieu? Quand on observe sous le régime français le premier siècle et demi d'installation de colonies canadiens, soit les enfants des colons nés ici, on n'a pas l'impression que le sort des Autochtones aurait été très différent de ce qu'il a été au cours des 2 siècles et demi suivants. Dès qu'ils ont appris des Amérindiens, puis par expérience, tout ce qu'il y avait à savoir sur l'hiver, dès qu'ils ont eu une assez bonne idée des allures de l'intérieur des terres, et cela tant au nord qu'à l'ouest et au sud, puisque guidés par des Autochtones, certains explorateurs avaient atteint soit la baie d'Hudson, soit les Rocheuses, soit le golfe du Mexique, nos ancêtres ont commencé à trouver leurs alliés un peu encombrants. Mais c'est la fin de la guerre avec l'Angleterre qui les rendit vraiment inutiles. Sans guerre, en effet, à quoi bon disposer de tant de chair à canon? Iroquois et Hurons, qu'ils soient doux ou féroces, ne servaient plus à rien. Mais évidemment, la position dominée des Canadiens, descendants des Français, changeait le discours. Ils n'étaient plus le fer de lance de leur roi, mais les nouveaux sujets du roi adverse, dont la couronne était opposée à celle de leur pays d'origine depuis au moins 7 siècles. Il y a des thèses selon lesquelles leur nature de paysans ou de marchands faisait de ces Canadiens des gens qui se moquaient pas mal de la couronne, et cela quel que soit l'endroit où se trouvait le trône qui allait avec. Sur des questions de cette sorte, je ne crois pas qu'on puisse considérer quelque groupe que ce soit comme un tout homogène. Certains devaient se moquer éperdument du pays d'origine de leurs parents, d'autres devaient s'illusionner sur l'amour que leur portait leur roi et pleurer amèrement la fin des liens qu'ils entretenaient avec lui. Cette coupure, surtout, transforma les Canadiens en prisonniers. Ils étaient l'extrémité d'un tentacule. Et voilà que ce tentacule tranché, il devenait comme un petit ver de terre en train de se tortiller sans trop savoir quoi faire. Rapidement, la survie devint la priorité absolue. Il fallait surtout se trouver un nouveau point d'attache identitaire. La population, que ce soit sur une base individuelle ou collective, et sur d'innombrables points de détail, tenta de conserver le maximum de ses souvenirs de ce qu'était la France, tout en s'arrimant, pour certaines choses à la couronne d'Angleterre, pour d'autres à la République des États-Unis d'Amérique, toute récente. Le savoir transmis par les Autochtones était une matière identitaire à ne pas négliger. Certaines habitudes canadiennes, acquises à la naissance, n'avaient plus rien de français. D'autres, par contre, comme on le verra plus loin, demandaient un peu plus de mauvaise foi. Lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, la France, devenue républicaine à son tour, imposa à l'Angleterre le blocus de l'Europe, la couronne britannique se tourna vers sa colonie nord-américaine. Le marché de la fourrure fut remplacé par un autre, plus essentiel, celui du bois. Les arbres immenses de la forêt préhistorique, un peu moins nombreux qu'ils l'étaient 2 siècles plus tôt, furent convertis, entre autres, en pièces de bateaux. La déforestation galopante permit de transformer des étendues de terre rasées en champs cultivables et d'occuper les colons, de plus en plus nombreux, importés par l'Angleterre. Inutile de dire qu'avec de tels bouleversements du paysage, il ne restait aux Autochtones que 2 options, s'adapter ou périr. C'est du moins ainsi que les descendants des Européens voyaient les choses. Les Amérindiens auraient peut-être apporté d'autres solutions, issues de leur manière de faire, mais comme ils ne tenaient plus le gros bout du bâton, et peut-être même plus le bâton lui-même, on ne leur prêta pas la moindre attention. La proclamation royale de 1763 avait fait de la couronne britannique le protecteur des Autochtones. En fait, plutôt des immenses terres sur lesquelles ils se trouvaient et que l'Angleterre voulait protéger des autres puissances coloniales. Ce statut autoproclamé de protecteur lui donna le droit de régler le problème à sa manière. Dans la vallée du Saint-Laurent, il n'y avait plus d'animaux ni de forêts. L'univers autochtone avait été remplacé par un autre, importé d'Europe, le mode agricole à grande échelle. Pour survivre, les Autochtones devaient donc être rééduqués afin de leur permettre de s'intégrer à la seule norme possible, celle de la culture dominante. Tout au long du 19e siècle, une série de lois et de mesures donnèrent forme à ce projet. L'objectif, éradiquer totalement, et avant l'an 1900, la soixantaine de cultures autochtones qui existaient à l'intérieur de la colonie britannique. Pour ce faire, on rassembla chacune des communautés, une nation étant composée de plusieurs de ces communautés, dans une sorte de camp de formation, au mode de vie européen, avec des maisons, une rue, un magasin général, une chapelle. Camp de formation que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de réserve.
Ces camps, dont la dimension correspondait au nombre de ses occupants, étaient chargés d'isoler les communautés les unes des autres, puis de désamérindianiser chacun des individus qui s'y trouvaient. On resserra au maximum la définition de ce qu'était un autochtone. Des listes furent dressées. Ce furent ces listes qui déterminèrent si oui ou non vous étiez encore indien. Une erreur administrative pouvait arriver, faisant encore progresser de quelques millimètres la glorieuse conquête de notre territoire. Toute femme autochtone qui épousait un non-autochtone était considérée comme assimilée. Jusqu'au milieu du siècle dernier, tout autochtone allant à l'université était rayé de la liste, les termes autochtone et universitaire étant évidemment antinomiques. Chaque fois que l'on pouvait, d'un trait de plume, on éliminait un autochtone et on gagnait un citoyen. Ce petit exercice finissant par compter dans les statistiques et dans le poids politique que pouvait représenter cette population dont le statut ne cadrait pas avec les définitions de normalité imposées par l'Empire. Une parenthèse sur les Métis, qui formaient alors des communautés intermédiaires et organisées. Ils n'étaient évidemment pas considérés comme autochtones. Le rêve de Louis Riel, qui aurait pu donner naissance à une province métissée et parfaitement bilingue, le Manitoba, et qui recommença un peu plus loin avec la même idée, donnant naissance à la Saskatchewan, fut écrasé sans la moindre pitié, surtout parce que les communautés métisses entravaient la progression du chemin de fer vers l'ouest. Comme l'humain doit toujours céder devant l'économique, on se demande bien pourquoi certains s'acharnent à y voir une valeur si admirable. Louis Riel fut arrêté en 1885 et pendu à Regina le 16 novembre de la même année. Moins d'une semaine plus tard, le 22 novembre, Honoré Mercier, futur premier ministre, mais alors chef de l'opposition officielle du Québec, prononça en son honneur, ici même, sur le Champ de Mars, un discours resté célèbre, l'un des plus importants de notre histoire, et qui commençait ainsi. Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause des Métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison, du fanatisme de Sir John et de quelques-uns de ses amis, de la trahison de 3 des nôtres, qui pour garder leur portefeuille ont vendu leurs frères. Riel est mort sur l'échafaud, comme sont morts les patriotes de 1837, en braves et en chrétiens. En livrant sa tête au bourreau, comme Delorimier, il a donné son cœur à son pays, comme le Christ. Il a pardonné à ses meurtriers. Il est monté sur le gibet d'un pas ferme et assuré. Pas un muscle de sa figure n'a tressailli. Son âme, fortifiée par le martyre, n'a pas connu les défaillances de l'agonie. En tuant Riel, Sir John n'a pas seulement frappé notre race au cœur, mais il a surtout frappé la cause de la justice et de l'humanité qui, représentée dans toutes les langues et sanctifiée par toutes les croyances religieuses, demandait grâce pour le prisonnier de Regina, notre pauvre frère du Nord-Ouest. Le dernier râle de Riel a eu un écho douloureux dans le monde entier. Il a été couvert par un cri déchirant, parti de l'âme de tous les peuples civilisés, et ce cri a produit le même effet chez le ministre et chez le bourreau. Tous deux, les mains teintes de sang, sont allés cacher leur honte. L'un dans une loge orangiste pour entendre les hurlements du fanatisme assouvi, l'autre sur l'océan pour ne pas entendre les malédictions de tout un peuple en deuil. Nous sommes ici 50 000 citoyens libres, réunis sous l'égide protectrice de la Constitution, au nom de l'humanité qui crie vengeance, au nom de tous les amis de la justice foulés aux pieds, au nom de 2 millions de Français en pleurs, pour lancer au ministre en fuite une dernière malédiction qui, se répercutant d'écho en écho sur les rives de notre grand fleuve, ira l'atteindre au moment où il perdra de vue la terre du Canada qu'il a souillée par un meurtre judiciaire. Quant à ceux qui restent, quant aux 3 qui représentent la province de Québec dans le gouvernement fédéral et qui n'y représentent plus que la trahison, courbons la tête devant leur défaillance et pleurons leur triste sort, car la tache de sang qu'ils portent au front est ineffaçable, comme le souvenir de leur lâcheté. Ils auront le sort de leur frère Caïn. Leur mémoire sera maudite comme la sienne, et comme les fils d'Abel, qui fuyaient dans le désert pour ne pas rencontrer le premier fratricide du monde, nos enfants détourneront la tête pour ne pas voir les 3 fratricides du Canada. En face de ce crime, en présence de ces défaillances, quel est notre devoir? Nous avons 3 choses à faire. Nous unir pour punir les coupables. Briser l'alliance que nos députés ont faite avec l'orangisme
et chercher, dans une alliance plus naturelle et moins dangereuse, la protection de nos intérêts nationaux. Nous unir. Oh, que je me sens à l'aise en prononçant ces mots. Voilà 20 ans que je demande l'union de toutes les forces vives de la nation. Voilà 20 ans que je dis à mes frères de sacrifier sur l'autel de la patrie en danger les haines qui nous aveuglaient et les divisions qui nous tuaient. On a répondu à ce cri de ralliement, parti d'un cœur patriotique, par des injures, des récriminations, des calomnies. Il fallait le malheur national que nous déplorons. Il fallait la mort d'un des nôtres pour que ce cri de ralliement fût compris. Aujourd'hui, affolés de douleur, nous reconnaissons notre faute et en face du cadavre de Riel, nous nous tendons une main fraternelle. Agenouillés sur la tombe bénie, nous demandons à Dieu pardon et miséricorde. Pardon pour nos luttes passées, miséricorde pour notre race, si douloureusement frappée. Cette prière sera-t-elle entendue? Nos vœux faits dans les sanglots et partis de nos âmes au désespoir seront-ils exaucés? Vous me pardonnerez cette longue parenthèse, mais l'occasion était trop belle d'évoquer ici, afin de marquer la 50e vigile de mars 2011, un des moments, et ils furent nombreux, où le chant de Mars joua le rôle du cœur de notre nation. Revenons donc aux réserves et au sort des Autochtones. Malheureusement... Bravo! Bravo! Ben, merci. Donc, revenons donc aux réserves et au sort des Autochtones, malheureusement trop souvent privés de ce cœur et de la générosité qui l'accompagne. Tant que l'individu demeurait dans ce camp, il était évidemment logé, mais il faut voir comment. Et il était surtout sous tutelle de l'État fédéral. Dans notre pays, l'Amérindien est demeuré un mineur encore plus longtemps que la femme. Il n'a obtenu le droit de vote qu'à la toute fin des années 1960. Mis à part les signataires de la Convention de la baie James et du Nord québécois, soit les Cris, les Daskapi et les Inuits, tous les Autochtones du Québec vivant sur des réserves sont encore, et sous plusieurs aspects, considérés aux yeux de la loi comme des mineurs. Le fait qu'on leur alloue des maisons, par exemple, sur lesquelles ils n'ont rien à dire, fait partie des conditions de vie qu'on leur impose. Comme l'exploitation du pays se fit de manière rapide, mais tout de même pas instantanée, certaines nations conservèrent assez longtemps leur territoire de chasse et de pêche, du moins jusqu'à ce que les nouveaux maîtres du continent commencent à s'y intéresser. De nouveaux bouleversements culturels furent provoqués par la construction de barrages, de plus en plus énormes, et qui inondèrent des régions entières, de plus en plus vastes, par l'arrivée massive de touristes sportifs, souvent de riches Américains, à qui le gouvernement loua des rivières et leur contenu, par la construction de routes et de chemins de fer, au bout desquels furent construites beaucoup de villes champignons que l'on condamna par la suite. Par exemple, les Inuits de la région de Schefferville demandèrent à pouvoir profiter des installations de la ville abandonnée, mais on leur refusa l'accès à tant de richesses matérielles que l'on préféra détruire. Ces exemples récents montrent bien que les anciens Canadiens, devenus des Québécois après avoir abandonné leur nom aux Anglais, ne sont pas que les témoins passifs de la vaste campagne d'éradication des cultures autochtones créée par le fédéral. Les barrages, rivières et mines sont sous juridiction provinciale, et le fait que même le gouvernement Lévesque n'ait pas fait de cadeau sur ces questions, je pense en particulier aux événements de Restigouche et à l'ensemble de la guerre du saumon du début des années 1980, montre bien que les indépendantistes ne sont pas réfractaires à l'idée d'éradiquer les Amérindiens. Mais cela pour une raison plus philosophique ou conceptuelle que celle que peut avoir l'État fédéral, plus pratique. Pour s'ancrer dans le territoire, les Québécois ont besoin de se considérer comme les héritiers légitimes des Autochtones, comme les nouveaux Autochtones. Mais, comme tout héritage n'en devient un qu'à la mort de l'ancêtre, la survivance amérindienne commence à devenir un obstacle au mécanisme d'affirmation nationale. Alors, au mythe de l'extinction naturelle et quasi préprogrammée des Amérindiens, qui a eu cours tout au long du 19e siècle, en a succédé une autre, celle du métissage absolu, programme peut-être intéressant pour l'avenir, qui n'a malheureusement jamais été conjugué qu'au passé. Grâce aux coureurs des bois, qui couvraient aussi bien d'autres choses, il y a eu tant de métis au Québec que finalement, tout Québécois est un peu amérindien. Être amérindien signifiant se découvrir un ancêtre autochtone et certainement pas savoir parler couramment une des 11 langues existantes sur le territoire. Comme les Anglais nous ont traités, nous indépendantistes, de nazis et de racistes, pourquoi ne pas retourner le compliment aux Autochtones qui, parce qu'ils tentent, exactement comme nous, de préserver leur identité, sont taxés de défendre des idées regrettables, comme celle, par exemple, de la pureté de la race. Parce que
Que veulent les Autochtones, au fond? Exactement la même chose que nous, la liberté. Ils sont aux prises avec un système conçu expressément pour leur faire abandonner leur propre culture. Certains s'y accrochent. Pouvez-vous, vous, francophones, qui vous obstinez à parler une langue minoritaire, comprendre leur entêtement? Pouvez-vous le ressentir dans vos tripes? Chaque réserve ayant ses particularités, il est un peu compliqué de les définir en termes trop généraux. Certaines d'entre elles, mises sur pied il y a près de 200 ans, ne devaient exister que durant une vingtaine d'années. D'autres, plus au nord, ont été créées il y a moins de 50 ans, bien après que l'on se soit rendu compte qu'il ne s'agissait plus de camps temporaires. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le but de l'opération consistait au départ à briser les communautés, à éradiquer leur culture, à transformer ceux que nous avons envahis en citoyens comme les autres, des individus normalisés, occidentalisés. La taille de ces camps de rééducation se réduisait aussi au fur et à mesure que baissait le nombre de ses occupants. Selon le plan initial, le tout dernier autochtone du Canada aurait donc pu être un entêté, mort de vieillesse, dans une réserve dont les frontières auraient sans doute été les murs de sa chambre, frontières qui se seraient refermées sur son dernier souffle, mettant un point final à la question. Les réserves, je le répète, étaient au départ conçues pour s'adapter au nombre de ses occupants, ce qui veut dire qu'elles s'amenuisaient en territoire au fur et à mesure que leur nombre baissait. Je ne crois pas que l'augmentation de la population autochtone à l'intérieur des réserves qui a eu lieu au cours du 20e siècle ait été considérée comme un facteur justifiant leur agrandissement. On peut commencer, je l'espère, à saisir l'ampleur du cul-de-sac. La rééducation a échoué. Beaucoup d'Amérindiens se sont entêtés, n'ont pas suivi le programme, ont refusé de s'intégrer à la culture dominante. Ils n'ont pas voulu se départir de leur identité dont l'un des traits de caractère est la protection du territoire, en opposition violente avec la nôtre, celle des colons. Les camps temporaires sont devenus quelque chose à mi-chemin entre un camp de réfugiés, une banlieue pauvre, une prison à ciel ouvert et un ghetto. Vous y êtes logés, oui, mais le droit de vivre avec les vôtres, avec les gens de votre culture, se paye. On vous impose la langue et l'éducation de la culture dominante. Je n'insisterai pas sur le cas des pensionnats, au-delà des abus sexuels qui existaient aussi dans nos écoles. Je dirai simplement que tout rôle de victime que l'on puisse tenter de se donner, en comparant la domination que nous subissons à celle imposée aux Autochtones, nous n'avons jamais, nous, été confrontés au traumatisme de voir nos enfants nous être arrachés, physiquement arrachés, pour être séquestrés dans des écoles anglaises afin d'accélérer notre assimilation. Le filet que nous avons jeté sur eux est kafkaïen. Par exemple, si de longues et pénibles luttes juridiques ont permis aux Autochtones de finir par faire reconnaître qu'ils avaient des droits ancestraux, la conséquence leur fut presque fatale. Toute activité économique qu'ils tentent aujourd'hui d'entreprendre ne peut l'être que si un juge constate, suite à des représentations de leur part, avec avocats et preuves documentées, qu'elle est traditionnelle, c'est-à-dire pratiquée par leurs ancêtres avant que les Blancs ne s'installent en Amérique. Voilà qui laisse beaucoup de place à l'innovation. Le politique faisant la sourde oreille, chaque développement autochtone passe donc par le juridique, qui a sur l'existence de la validité de ces nations un poids disproportionné. Il y a en ce moment des procès où des nations amérindiennes doivent faire la preuve, documents recevables à l'appui, qu'elles se trouvaient bel et bien en Amérique avant le XVIIe siècle. On ne leur présente jamais qu'une seule porte de sortie, l'assimilation, s'individualiser et se perdre dans la masse. S'il est déjà ardu de conserver sa culture sur une réserve, tentez d'imaginer l'exploit que cela représente en état d'immersion totale. Si vous trouvez difficile, vous, de préserver la langue française, alors que nous sommes encore en majorité sur l'actuel territoire du Québec, demandez-vous quelles seraient vos chances si vous ne parliez que l'innu, en dehors d'une réserve Innu. En fait, dans cet extrême cas de figure, ce ne serait même plus seulement votre préservation culturelle qui serait en danger, mais bel et bien votre vie. Vous ne pourriez tout simplement plus vous faire comprendre de personne, et sans doute qu'on vous laisserait crever de faim. Il est peut-être bien compliqué de se mettre à la place des Autochtones, de comprendre leur situation, leurs états d'âme. Je vais donc tenter de vous donner un aperçu grâce à la science-fiction. Dans une espèce de tableau d'un futur plus ou moins proche, un peu raciste, à la Buck Rogers au 25e siècle. Jean Charest ouvre toutes grandes les portes du Nord québécois aux compagnies minières. Les plus puissantes sont des compagnies chinoises.
Peu à peu, les Québécois se rendent compte qu'ils ne peuvent rivaliser avec la main-d'œuvre que ces compagnies ont gracieusement décidé de fournir, question de répondre à leurs critères d'efficacité. Des super bateaux expédient dans le Nord des milliers de travailleurs chinois, encadrés par des dizaines de milliers de fonctionnaires et d'ouvriers chinois, chargés de subvenir au logement et à la nutrition de tous ces mineurs. On construit des villages entiers et des serres hydroponiques. Malgré les protestations, les traités sont si alambiqués que le Québec doit se rendre à l'évidence. Il a signé des papiers dont il n'a pas vraiment compris le sens, dont le sens surtout paraît changer au gré des besoins chinois. Les quelques Québécois qui montent dans le Nord en reviennent avec des descriptions si incroyables que les gens des villes du sud du Québec ne peuvent y prêter foi. Des gouffres, des dimensions du lac Saint-Jean sont en train d'apparaître un peu partout. Des sortes de villes tapissent les parois de ces gouffres. Il y a 10 000 nouveaux Chinois qui débarquent chaque semaine. C'est une fourmilière qui s'étend à perte de vue dans toutes les directions. Les tremblements de terre, qui secouent le Québec de plus en plus souvent, sont en fait des secousses provoquées par des explosions souterraines. Bientôt, les entreprises chinoises débordent du 49e parallèle et s'étendent sur le quart sud du Québec. On commence à se sentir à l'étroit. Des routes sont reconstruites, d'autres sont abandonnées. Il n'y a plus moyen de répondre aux besoins de la population d'origine. Tout est soumis aux impératifs économiques et aux exigences des ouvriers importés, dont les masses sont en train d'isoler les Québécois les uns des autres. Pour un Québécois blanc, apercevoir un blanc ou un noir dans la foule devient aussi rare que de croiser par hasard une connaissance. Puis, aussi rare que de croiser, toujours par hasard, un autre membre de sa propre famille. Connaître la langue chinoise, ou simplement reconnaître les idéogrammes les plus fréquents, n'est plus un atout, plus une obligation. C'est une nécessité, une condition de survie. Il y a des quartiers où il vaut mieux ne plus s'aventurer seul, c'est-à-dire sans être sous la protection d'un ami chinois. Là, je bois de l'eau parce que ça fait une traite. Pardon. Juste de l'eau là-dedans? Oui. Mais dans masse. Le dernier droit. Il y a des frictions. Des Québécois attrapent quelques Chinois isolés, leur font passer un mauvais quart d'heure et parfois les tuent. La répression est toujours violente et parfaitement efficace, c'est-à-dire presque immédiate. Mais les morts collatérales sont monnaie courante. Pour apaiser les esprits, les Chinois proposent à la ville de Québec un projet de métro. Il serait plus beau, vaste et moderne que celui de Montréal. La population de la capitale accueille l'idée avec enthousiasme. Le chantier nécessite une destruction du Les gens de Québec se rendent compte que l'objectif consiste à transformer la vieille capitale en cité souterraine. La plupart refusent et s'entassent dans les quartiers encore intacts. Certains de ces quartiers deviennent vite insalubres et sont donc voués à la destruction. Les autres, contenant parfois des sites que les Québécois considèrent être patrimoniaux, mais pas toujours, sont transformés en des sortes de Disney World. Des lieux tellement policés qu'il est difficile d'y vivre autrement qu'en état de théâtralité permanente. Politesse excessive obligatoire, se savoir observer en tout temps, même dans son sommeil, etc. De guerre lasse, les habitants de Québec abandonnent leur ville et se rendent dans le complexe souterrain. Celui-ci est si vaste et peuplé qu'il leur donne le vertige. Des conduits s'étendent très loin vers le nord. Certains affirment qu'ils rejoignent les anciennes mines ouvertes par Charest, devenues d'immenses cités souterraines. La langue dominante n'est plus le français, et encore moins l'anglais. Les Blancs de toutes les villes, après d'angoissantes errances souterraines, se retrouvent et se regroupent dans une caverne artificielle secondaire, longue et large comme l'île de Montréal, et moitié aussi haute qu'elle est large. Elle leur paraît de dimension plus humaine que les autres cavernes creusées un peu partout, et qui sont 10 à 20 fois plus vastes. Mais il y en a d'autres, plus vastes encore. On ne voit plus de noirs, ni de bruns, ni de basanés. Certains racontent qu'ils ont été déportés, d'autres qu'ils ont été exterminés, ou servent de cobayes pour d'étranges expériences, d'autres qu'ils se trouvent tout simplement dans une autre caverne. Toutes les demandes faites aux fonctionnaires chinois à leur propos reçoivent des réponses polies, mais tellement évasives qu'on ne peut rien en tirer. Le hasard ne pouvant pas si bien faire les choses, les Blancs commencent à se demander s'ils n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, été dirigés à leur insu. Ils n'auront jamais de réponse à cette question. Bientôt, l'objectif des Chinois paraît clair, réaliser le Québec souterrain.
un réseau de cavernes artificielles à travers l'ensemble du territoire. Ils rient d'ailleurs beaucoup du Montréal souterrain, de leurs prédécesseurs, concept minable que des enfants auraient pu réaliser. D'ailleurs, jouer aux Québécois est une activité populaire chez les jeunes enfants chinois. Des cavernes de plus en plus vastes et éloignées de la surface sont construites de plus en plus rapidement. Certaines de ces cavernes artificielles, dit-on, sont d'étranges bâtiments ignifuges, en train de s'enfoncer à travers le magma. Ayant mis fin à leur politique de contrôle des naissances, les Chinois se reproduisent à une vitesse accélérée. Tout individu québécois qui épouse un individu chinois, et cela quelle que soit la combinaison des sexes, devient chinois. Ses enfants sont chinois, élevés en chinois. Tenter de rapatrier ses enfants dans la caverne où vivotent les Blancs est extrêmement compliqué. Il y a toutes sortes de règles à suivre, toutes plus bizarres les unes que les autres. La caverne des Blancs, vraiment une sorte de débarras à l'échelle de l'immense complexe qui relie les sous-sols de Sherbrooke et Gatineau à Longueuil, donne un peu l'impression d'avoir été oublié par les autorités. Puis, un décret tombe. La police vient chercher tous les enfants de 5 ans qui devront être envoyés au pensionnat où ils apprendront le chinois et les nouvelles normes sociales. Les enfants reviennent au bout de 10 mois. Pleurs et retrouvailles. Mais il y a des frictions, un peu comme quand un soldat revient dans sa famille. On apprendra plus tard les sévices de toutes sortes que plusieurs d'entre eux ont dû subir aux mains de l'occupant. 2 mois plus tard, les enfants doivent repartir à l'école. Quand ils reviennent, encore 10 mois après, ils ne comprennent plus la moitié des mots utilisés par leurs parents, qui doivent se faire comprendre en chinois. L'année suivante, on ne peut communiquer avec ses enfants qu'en chinois. Certains d'entre eux décident d'abandonner la caverne des Blancs afin de se mêler à la majorité. D'autres ne sont jamais revenus du pensionnat, sans que l'on puisse jamais apprendre ce qui leur est arrivé. Perdus dans le système, assassinés, on ne le saura pas. Les enfants élevés en chinois ont bien mesuré à quel point la société dominante est fondamentalement chinoise, en ce sens qu'il faut opérer un très profond changement de mentalité pour s'y adapter. Découragés, ils profitent des loisirs que leur offrent certains gadgets que l'on peut trouver dans les décharges qui sont apparus, nul ne sait pourquoi, les fonctionnaires chinois interrogés pas plus que les autres, dans certains coins de la caverne des Blancs. Parfois, les parents des enfants élevés en chinois tentent de les intéresser à leur histoire et les entraînent vers la surface, malgré la pollution et les rayons UV, et leur montrent ce qui reste de Montréal ou de Québec. Parfois un pan de mur, d'autres fois la trace de ce qui fut peut-être une autoroute. Les enfants trouvent particulièrement primitif, dangereux, inutile et surtout éreintant de monter ainsi à l'air libre. Ils retournent à leur jeu, préférant s'intoxiquer de toutes les manières possibles. À bout d'expédients, plusieurs se suicident, sans même paraître accorder d'importance à leurs gestes. De plus en plus découragés, à mesure que se succèdent les générations, les parents s'accrochent à leur foi en Allah, car tous sont maintenant des musulmans pratiquants. Afin de les discipliner au minimum, les Chinois leur ont envoyé des prédicateurs et missionnaires de toutes sortes. Les premiers, parmi les plus insistants, ont été massacrés par la population. Mais tant d'autres les ont remplacés que, de guerre lasse, les anciens Québécois se sont laissés convertir. Les rites musulmans auraient pu paraître stricts et sexistes aux yeux de leurs ancêtres. Mais ceux que l'on appelait autrefois des Québécois savent bien qu'ils ne sont pas très contraignants en regard du rythme de vie de l'ensemble de la population, dont les citoyens sont comparables pour eux à une ancienne créature de leur légende traditionnelle, une créature appelée robot. Certains Blancs finissent par se dire qu'il faut bien faire quelque chose. À part sourire aux quelques touristes chinois qui s'aventurent dans leur caverne, celle-ci, toujours sans que l'on puisse apprendre pourquoi, est de plus en plus envahie par des dépotoirs. La petite société, dont le nombre des membres a bien diminué avec les siècles, décide de s'organiser. Mais les fonctionnaires chinois ne l'entendent pas de cette oreille. Leur société, vaste, complexe, repose sur des équilibres délicats. Les activités des Blancs pourraient leur être nocives. Alors, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais à la stricte condition que cela corresponde à leurs activités traditionnelles. Selon les anciens documents traitant des Québécois, celle-ci se résume à 3. Couper du bois, mais il n'y a plus de bois. Faire les sucres, même si plus personne ne sait ce que cela veut dire. Et sacrer. Ce cauchemar humoristique ne donne, selon moi, qu'une petite idée de ce que vivent les Autochtones. Tous les éléments sont vrais. Seuls les noms ont été changés. Il faut prendre conscience du fait qu'en tant que culture dominante, nous avons non seulement une responsabilité, mais surtout le pouvoir de changer les choses. La première étape consiste à accepter l'histoire et ses résultantes, et cesser de nier l'évidence. À la fin des années 1920, les représentants d'un certain pays, intéressés par le système des réserves, sont venus au Canada afin de l'étudier. Ils ont appliqué le système chez eux. Le nom de ce pays, l'Afrique du Sud. Le nom de notre système de réserve appliqué chez eux,
L'apartheid. Je vais terminer en vous donnant deux raisons, une bonne et une mauvaise, de nous préoccuper de la question des Autochtones avant de faire l'indépendance. La mauvaise est purement stratégique. Si le Canada ou d'autres pays veulent conquérir militairement un Québec indépendant, il est très possible que leur tentative d'invasion soit précédée par une campagne mondiale de propagande ou de salissage. Faire de nous des terroristes, nous classer parmi les États voyous, est déjà si facile. Mais si toutes les nations autochtones qui se trouvent sur l'actuel territoire du Québec ne sont pas de tout cœur avec nous, si une seule d'entre elles estime pouvoir tirer parti de notre chute, ces cris d'alarme serviront d'autant mieux nos ennemis qui diront à la face du monde, voyez-les, ils exterminent les Autochtones sans défense. Notre guerre contre eux en est une de sauvegarde d'un peuple en péril. Sur le simple plan tactique, il est donc essentiel de redevenir les alliés des nations autochtones. Mais cela, c'est encore les utiliser, les instrumentaliser. La bonne raison, la seule raison d'enfin prendre nos responsabilités face à tout ce qui concerne les Autochtones du Québec est beaucoup plus simple. Elle tient en deux mots. Humanité, justice. Bravo. Oui, bravo. Bravo. Quelqu'un d'autre aimerait lire un texte? Vous dire quelque chose. Ben, place à la parole libre. Oui. Je ne lirai pas de texte, mais je vais prendre la parole, vu que sans s'être parlé d'avance, c'est comme un spécial autochtone. Ouais. Ben, C'est le spécial autochtone qui commence par un roman et qui finit en science-fiction. Et j'aimerais ça faire un retour sur la réalité aujourd'hui. Au lieu de commencer par un roman puis de finir en science-fiction, je vais ramener ça d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça très intéressant en passant. Et c'est vrai qu'on a une responsabilité face à nos relations avec les Autochtones et notre relation avec aussi les Iroquois. Pour la première fois depuis l'histoire du Québec, on a eu les drapeaux des Mohawks en face d'Hydro-Québec cette semaine. C'était une alliance stratégique, c'est vrai, mais on n'a pas eu l'impression que personne ne se servait de personne. Et pour une fois, on manifestait vraiment, vraiment pour la nature et sauvegarder la terre. Et c'est historique aussi pour les Mohawks d'être solidaires avec les Inuits. Parce que eux autres aussi, il y a eu toute une histoire avec l'alliance des Hurons, des Algonquins, de toutes ces nations-là contre les Iroquois. Et les Iroquois ont décidé de se lier avec les Français, avec les Anglais, par peur de disparaître. Donc, la peur de disparaître, ça nous appartient pas seulement à nous autres. Ça appartient aussi à du monde qui était là avant nous autres. Et on n'a pas agi comme des saints non plus dans notre histoire. À cette heure, je pense qu'il faudrait penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour s'unir ensemble, pour sauvegarder ce qui reste. Je trouve ça le fun qu'on réussisse à faire des alliances semblables pour des causes communes. Et ça, c'est surprenant que ça arrive, c'est souhaitable que ça réarrive, et c'est à souhaiter que ça arrive encore plus. Juste au niveau de unir les forces indépendantistes au Québec, c'est difficile, même si on risque de disparaître plus que jamais. C'est juste pour dire combien les courants de pensée et chacun notre idée pour sauver le Québec dans notre cours, puis chacun nos égos en premier, et chacun notre carrière politique, et on va virer comme la girouette avec les sondages, et c'est pour dire combien on est sensible à toutes ces petites affaires-là. Et faire passer l'intérêt commun en premier,
et oublier nos égos, c'est difficile à réaliser. C'est difficile pour toutes sortes de raisons historiques, mais aussi c'est un combat émotif. On est tellement embarqué. Tout le monde que je connais n'est pas insensible à ce qui se passe. Puis c'est sûr que s'il y avait une grosse vente de colonne vertébrale, puis un spécial là, anti-mollusque au Québec, ça serait très, 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 très bienvenu parce qu'on aurait énormément besoin. Ça nous manque cruellement du monde qui se tienne debout. Puis ceux-là qui se tenaient debout, qui se sont tenus debout par le passé, qui se tiennent encore debout aujourd'hui, ont été tassés en se faisant traiter de radicaux. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de ces mots-là. Il faut se rappeler l'histoire pour arrêter d'avoir peur aussi je trouve ça terrible qu'est-ce qui se passe. Je regardais juste avant de venir ici, il y a un dépanneur à Verdun qui a engueulé une Québécoise comme du poisson pourri en anglais tout le long parce que lui c'est un immigrant qui a acheté un dépanneur je pense qui vient des Indes et c'est un Canadien jusque dans le fond des tripes et il parle anglais et il a été reçu ici au Canada et non seulement on va l'accepter, on va l'accueillir, il va nous cracher à la gueule en anglais en plus. Ça fait que on est-tu accueillant, on est-tu accommodant, jusqu'à se renier soi-même. C'est désolant de voir comment que les Québécois croient qu'ils sont debout et ils ne sont encore qu'à genoux. Parce que quand ça fait trop longtemps que tu es en pleine face à terre, tu sais même plus ce que ça fait relever la tête. Et je pense que c'est pas une question de révolte, c'est une question juste de dignité. Et retrouver sa dignité et sa fierté en tant que peuple, c'est un devoir, Puis on parlait de rigueur, mais tu sais, on est loin de là, on est loin de la coupe aux lèvres. Juste se tenir debout, ça a l'air d'être tout un contrat pour le Québécois. Et ça me désole, parce que v'là pas si longtemps, je peux pas juste mettre ça sur la faute des médias depuis 16 ans qui nous écœurent avec ça n'intéresse plus personne, l'indépendance du Québec, puis qui nous martèlent 50 fois par jour avec la complicité de la télévision, de la radio. C'est épouvantable. Puis on a un gouvernement qui vient de faire un cadeau de 3 000 milliards de dollars au pire ennemi du Québec. Et j'ai nommé les dirigeants de Power Corporation et la famille Desmarais, qui sont anti-Québec depuis plus de 50 ans. Et ce même gouvernement qui dépossède les Québécois de cette richesse se tourne vers la population et annonce aux étudiants et à ceux-là qui viennent de savoir qu'ils ont un cancer de l'utérus et qui ne pourront pas être opérés avant 4 mois et qui leur annonce leur mort avec, pas le sourire, par un peu de décence, mais quand même, qu'on va devoir couper 800 millions dans l'éducation et la santé, 2 secteurs névralgiques qui manquent cruellement de fonds. Comment tu peux venir de faire un cadeau de 3 000 milliards à M. Paul Desmarais et du même souffle annoncer à ta population que tu vas les couper dans les services les plus primordiaux et les plus mal pris aujourd'hui. Je pense que ça prend un front de bœuf, comme c'est pas possible. En plus, pour aller partir cette semaine, aller représenter la francophonie, quand que t'as anglicisé le Québec comme jamais dans toute l'histoire. Moi, je prends pas de pelule, hein? Peut-être que je devrais.
Non, on t'aime demain. Non, mais t'aime comme ça. c'est vraiment révoltant et c'est de ne pas être révolté qui est anormal au Québec. Puis quand on a un acteur populaire qui appuie les étudiants et tout de suite après est rencontré par les forces policières en se faisant dire qu'on va vous interroger pour savoir si on va porter des accusations d'incitation à la violence. Je trouve ça écœurant que tout le monde qui ont dénoncé à venir à date se ramasse devant les tribunaux avec des poursuites bâillons. Qu'on pense à Jean Lapierre et Pierre Somani, le monde qui ont perdu leur emploi, le seul qui a osé ouvrir sa bouche, c'est M. Duchesneau, qui a été la vedette du Québec pendant à peu près une semaine et demie. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On l'a envoyé en vacances pendant 15 jours et le cadeau qui l'attendait en revenant, c'était son 4%. Ça fait qu'on va faire confiance au frère, M. Lafrenière, le frère du garde du corps de Jean Charest, pour mener la campagne sur la collusion, l'enquête, ouais, sur la collusion, la mafia et la construction et les contributions aux caisses électorales du Parti libéral. Que c'est donc beau que ce Québec. C'est épouvantable. En tout cas, j'ai pas préparé de discours, mais c'est vraiment un spécial autochtone. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est plus conscient que jamais des enjeux qui se jouent au Québec. Puis je pense qu'on va être pris dans une tornade bientôt. Et je suis content de faire partie de tous les combats que je peux. Et même si je reçois de ce temps-ci des appels de la Sûreté du Québec et de SPVM. C'est ça, sont sur notre cas, ouais, pour une campagne d'affichage dans Bonaventure. Ah. Et pour avoir fait un graffiti des Patriotes sur la maison Radio-Canada. Une cause à laquelle j'ai plaidé coupable. Et je vais juste vous rappeler quelque chose. À un moment donné, j'ai entendu un beau discours de Pierre Bourgault qui défendait ceux-là qui avaient fait de la prison au nom de la liberté. Et il disait on ne devrait pas avoir honte de faire de la prison au nom de la liberté parce que tout le mouvement bénéficie de ces actions-là. Et il parlait de Michel Chartrand qui avait été emprisonné parce qu'il se promenait dans son pays et que c'était marqué no trespassing, private property. Bon. Et le juge, après une fin de semaine d'incarcération, avait condamné M. Chartrand à 40 $ d'amende, ce qui avait refusé de payer. Et en lui disant, écoute bien, c'est toujours bien pas trop pour vous, mais il a refusé de le payer. Il a accepté de faire de la prison pour ça. Et pourtant, Pierre Bourgault disait, on bénéficie du travail de ces personnes-là. Et je vais vous rappeler un autre petit fait historique. On a eu Gérald Godin qui a fait de la prison dans les années 70, lors de la crise d'octobre, parce que le Québec étant une démocratie hors pair, on a déjà emprisonné nos poètes et nos artistes sans aucune raison et on les a détenus pendant 3 mois. Il est sorti de là et il est allé battre Robert Bourassa dans son comté. Et des gens comme Conrad Black, qui ont été décorés par l'Angleterre et reçus au titre de Lord, sont aujourd'hui incarcérés et il y a des charges de retenue pour eux autres aussitôt qu'ils vont sortir de prison. Ça fait que ceux-là qui sont les lords et les décorés d'aujourd'hui, comme M. Sarkozy a pris la peine de décorer M. Desmarais et M. Charest
tant qu'à ça, il pourrait en donner une aussi à Michael Sabia et Thierry Vandal et Nathalie Normando. Ils devraient tous être décorés. Et le prix de la médaille, c'est le prix de la fracturation des gages de schiste et la menace de la pollution et de la dégradation de notre sous-sol et de notre eau potable. Une des plus grandes réserves au monde d'eau potable se trouve ici au Québec. Et présentement, avec la vente de feu du Plan Nord, du général en chef, il s'en va dire en francophonie que c'est un nationaliste. Hein. Je l'ai entendu dire qu'il se qualifiait lui-même de nationaliste. J'espère qu'il parlait du Canada. Ben ouais, c'est ça. C'est ça, parce que ça n'a pas d'allure autrement. Mais de toute façon, c'est tellement révoltant de vivre une époque où ce que tout le monde qui ose dénoncer se ramasse devant les tribunaux et font face à la justice. On se demande encore aujourd'hui pourquoi que la révolte pourquoi ça claque pas, pourquoi ça l'explose pas, pourquoi que on se sert pas. Je veux pas faire un appel à la violence, mais à un moment donné, il y a des limites à se laisser tondre sur le dos, il y a des limites à se faire fouler aux pieds, il y a des limites à s'agenouiller tout le temps. Et j'ai hâte de sentir que le Québec se lève. Et c'est pas une fois par 4 ans qu'il faut se lever, puis après ça, se claquer des mains. On l'a vu que ça a fait par le passé. Faut rester debout. Et une fois debout, ne plus reculer. Puis que ce soit la bataille des étudiants, ou que ce soit toutes les luttes qui soient autochtones pour la nature, pour la conservation de la nature, contre les grosses corporations qui mènent le bal. Ça se passe pas juste au niveau du Québec, ça se passe au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment, vraiment écœurant quand on regarde même la politique internationale, qu'est-ce qui s'est passé en Libye, comment qu'ils essayent là, la Syrie prochainement, là, qui va probablement être la future cible des Américains, et avec la complicité des Anglais et des Français, s'il n'y a pas de changement, c'est épouvantable tout ce qui se passe. Puis on est là, on regarde ça, puis on se vire de bord, on va zapper, on va écouter Pénétration double et Virginie, et en se faisant croire que demain, tout va aller mieux. Alors, moi, je vais saluer bien bas tous ceux-là qui ont participé à la vigile depuis le début, et tous ceux-là qui font des petits gestes à chaque jour pour la liberté, pour conserver leur dignité et pour essayer de devenir libre comme individu et comme peuple. Bravo. Merci. Bravo. Je veux juste ajouter à ce que Denis a dit concernant je pense j'en ai déjà parlé, et puis je répète que les médias traditionnels, que ce soit les 3 quotidiens ou les 2 stations de télévision ou les journaux gratuits dans le métro, toutes ces choses-là, que ces médias-là ne sont plus pour la population. Ces médias-là sont dédiés, cette information-là est envoyée à une partie aisée de la population qui est minoritaire, et c'est pour qu'ils réagissent jamais, qui continuent à rester dans l'ignorance et continuent à s'occuper, à raffiner leurs loisirs et leurs possessions et tout ça, et qui continuent leur petit train-train quotidien. Cette frange-là de la population, cette minorité de la population-là, se réduit à vue d'œil, est en train de se réduire, mais ça reste à eux qu'on s'exprime. C'est-à-dire que les médias traditionnels ne sont plus là pour renseigner la population en général, ne sont plus là pour faire comprendre des situations d'injustice ou des choses importantes.
elles sont là pour communiquer à une minorité de la population que tout va bien, ou de parler au nom du privé, des entreprises et de la commercialisation de la culture et tout ça. Pourquoi que Éric Duhaime a le droit de s'exprimer? Il fait partie de l'Ordre des journalistes du Québec et il a le droit de s'exprimer sur le journal dans le Journal de Montréal. Et pourquoi il y a des gens comme Gilles Courtemanche qui avaient de la difficulté à travailler à Radio-Canada, sinon ils finissaient par se faire foutre dehors. Et c'est la même chose pour Martineau. Martineau, à chaque jour, prend un 3 heures ou un 4 heures le matin et il parle au nom de quelqu'un qui fait à peu près qui fait à peu près 1 million par année ou quelque chose comme ça. Guillaume Lepage, c'est la même chose, il fait à peu près cet argent-là. Mais Martineau, lui, il donne son opinion, là. Et puis il s'exprime au nom de quelqu'un qui voit aucun problème au fait qu'il est capable de débourser tout cet argent-là pour l'éducation, pour la santé, pour les services publics ou toutes ces choses-là. Donc, lui, en donnant l'impression qu'il parle au nom du peuple, là, au monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, exprime l'opinion d'une minorité de gens. Et les gens, à partir de là, ils croient que la majorité de la population sont insensés comme lui, ne questionnent plus la mission sociale ou l'histoire ou les choses comme ça, et puis aimeraient ça que tout soit privatisé, que tout... que finalement, c'est ceux qui ont de l'argent qui sont prêts à payer pour des choses qui payent, et ceux qui n'ont pas d'argent, qui endurent, tu sais. Fait que, mais lui vit pas une situation d'injustice, vit pas une situation où il va mal, mais passe un 3 heures l'avant-midi à chaque matin, toute la semaine, pour exprimer qui représente, qui fait l'avocat du diable et qui représente monsieur, madame, tout le monde. Et c'est pas ce discours-là qui préoccupe monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde sont préoccupés parce que leur usine est fermée. Monsieur, madame, tout le monde sont préoccupés parce que à chaque jour, ils prennent conscience que les ressources sont en train de se faire piller. Monsieur, madame, tout le monde prend conscience que ça va mal dans la politique. Que les gouvernements et regarde ça de manière cynique pratiquement. Monsieur, madame, tout le monde, moi je suis désolé, parle d'indépendance. Ça c'est mon... Moi je suis certain que monsieur, madame, tout le monde parle d'indépendance. Il en parle pas longtemps, il en parle une fois par mois, mais il en discute. Donc que lui répète sans arrêt que c'est faux, puis que c'est dépassé, puis que les gens en parlent pas. Lui dans le fond parle de son petit cercle, de sa minorité de population, qui se croit au-dessus de tout ça et puis discute pendant des soirées de temps de tel vin, tel fromage ou telle affaire. Tu sais, je sais pas de quoi qu'ils parlent, ces gens-là. Mais tu sais, je veux dire, non, la majorité de la population en parle de ces choses-là. Et donc, à partir de là, cette vision-là qui est torpillée sans arrêt à la télévision, comme quoi que c'est dépassé, avantage ces gens-là, avantage cette minorité élitiste de la population qui font un salaire entre 200 000 et je sais pas combien de millions. Donc c'est à l'avantage de ces gens-là qu'il n'y ait plus de culture, qu'il n'y ait pas d'histoire, que la population en général soit des gens spécialisés qui font leur boulot et qui se cassent pas la tête avec rien, qui n'ont pas de vision. Donc c'est à l'avantage de cette minorité de population-là. Et ils ont les médias qui vont avec pour les rassurer que oui, c'est à l'avantage de la population. C'est ça que j'avais à dire concernant le discours ambiant, qu'on en est rendu à se croire minoritaire quand on vient ici puis qu'on discute de ces choses-là. Moi, je crois pas qu'on est minoritaire. Moi, je crois que tout le monde dans son salon ou au souper discute un peu de ces choses-là, mais ce qui revient souvent, c'est l'idée d'être isolé. C'est l'idée d'être séparé, tu ouvres la fenêtre sur le monde et puis chaque fois que tu entends Martineau ou tu lis la presse ou tu lis le Journal de Montréal qui dit que l'idée est dépassée, ben tu te dis, ben coudonc, est-ce que je suis seul à être dépassé? Tu sais, est-ce que je suis isolé dans mes propos? Ben finalement non, c'est juste que c'est à l'avantage
de cette minorité de population-là qu'on croit que c'est quelque chose qui n'est pas discuté au souper ou dans les familles ou entre amis. Moi, il n'est pas arrivé une fois que je suis sorti dans un bar puis qu'à la fin de la soirée, un peu pacté, là, le monde se met à parler de ces choses-là. Je veux dire, c'est très rare que ça arrive que les gens ne parlent pas de ça. Donc, c'est ça. Bonjour, Pablo Luco. Les gens qui me connaissent, je dénonce toujours les médias. Ils sont l'ennemi public numéro 1 de notre société. Puis cette semaine, lorsque j'ai vu les médias parler de hausse de scolarité, c'est ça, je regardais Martineau, plusieurs personnes qui parlaient de la fermeture du pont Jacques-Cartier, sur les intimidations faites pour la fille qui défendait les droits de scolarité. Eric Doué, en disant écoute, vous allez gagner plus d'argent, mais il faut payer. Mais j'ai rien écouté sur les pros et les contre. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de contre parce que pour une société, c'est plus payant avoir une société éduquée. Sauf que pour le gouvernement, c'est dangereux avoir des gens éclairés. Voilà. Cette semaine, j'ai ajouté un nouvel ennemi public numéro 1, nos forces publiques, la police. Ce sont des salopards. Moi, j'étais policier en Colombie, et mon rôle, c'était de faire respecter la loi et les règlements, et aussi faire respecter la Constitution. Okay? Dans la Constitution, on a le droit de manifester. Puis c'était épouvantable ce qu'on fait cette semaine de blesser l'œil d'un étudiant. C'était épouvantable de voir des matraques, des gaz, des gens qui seulement manifestaient. Oui, il y a eu des gens qui ont cassé des fenêtres. Je suis tout à fait d'accord. Mais la seule chose que j'ai pu voir dans les images, c'était des gens enfoncés sur les étudiants. Okay? Il était attaché, on peut dire, en parent, puis il les frappait. Ça, c'est une honte pour la police. C'est dommage les politiciens qui nous parlent d'indépendance. Je peux écouter Pauline Marois et Oussan. Tout le monde sait que je défends l'option nationale, mais c'était épouvantable de voir Oussan ne pas dénoncer la question de la police. Parce que si on met un carré rouge sur nos vestons, ça veut dire qu'on appuie les étudiants. Le seul politicien, malheureusement, je le dis entre guillemets, c'est Amir Kadir, qui a défendu ouvertement les étudiants, puis a dénoncé la police parce que lui était un témoin. Parce que les étudiants ont été attaqués à l'Assemblée nationale, il a dit tout était normal, tout le monde partait, puis d'un moment à l'autre, de façon étrange, et se sont sonnés des bombes. C'est juste ça. Moi, je connais la tactique de la police parce que je répète, j'étais policier, puis la tactique c'est de faire contester la grève, non, les manifestants. Il faut les faire, il faut provoquer les manifestants pour faire prévaloir la force, mais pas pour montrer la force, pour les décourager, parce qu'il sait très bien qu'ils s'en viennent la semaine prochaine, puis il va continuer, c'est comme la manifestation sur la 138. Je sais qu'il a eu de la force de la police, parce qu'il sait que négocier, pour moi négocier c'est moins cher que les attaquer, mais il sait qu'en les attaquant, personne ne va oser de contester le gouvernement. Alors, je m'excuse, nous ne sommes plus dans une démocratie depuis 2003. Les gens pensent que la démocratie c'est aller voter, puis il y a une personne qui nous gouverne. Je m'excuse, mais pour moi, Jean Charest c'est pas mon premier ministre. Je n'ai pas voté pour lui, heureusement. Puis ça c'est pas la démocratie. Cette semaine, j'ai vu de façon étonnante comment monter Pauline Marois dans les sondages. Puis je suis prêt à parier que démarrer
commence à dire à Jean Charest, je pense que ça suffit, il y a beaucoup de problèmes, on va calmer la population, on va laisser Pauline Marois dans le pouvoir, tout le monde va être content, on va faire la souveraineté, l'indépendance finalement. Mais voilà. Mais pour parler d'indépendance, il faut parler de nationalisation des ressources, parler de pluralité scolaire. Puis lorsqu'on prend le pouvoir, refuser d'essayer de prononcer le discours de, qu'on appelle ça, c'est la question de la reine, De la monarchie. la sermentation. Il faut jurer pour le peuple. Voilà, alors c'est pour ça que je crois pas à ça, mais de toute façon les gens sont contents. Et je vous dis que là, la démocratie, on l'a construite tous les jours. Mais c'est ça l'erreur qu'on a commis avec René Lévesque. On a élu le Parti québécois dans cette époque-là, et on a dit, oh, c'est tranquille, ils vont gouverner pour nous. Non, ce n'est pas la démocratie. C'est vrai qu'il faut aller voter, mais la démocratie se construit tous les jours. On voit ici les mêmes personnes, 4-5 personnes, puis c'est malheureux, mais c'est comme ça. Sur la question autochtone, je suis content aussi parce qu'on est tous dans le même bateau. Okay? J'écoute tous les jours des préjugés envers les immigrés envers les Québécois, des Québécois envers les autochtones, des autochtones. Et ça, c'est la division. La division était faite pour ça, pour affaiblir l'ennemi. Alors je pense que l'heure est arrivée pour être tout le monde ensemble et construire un bon pays. C'est une occasion excellente pour supporter les autochtones, parce que si un jour on devient un pays, je pense que les gens sont pas conscients de ça, si on devient un pays, il faut négocier avec eux. Et voilà, merci beaucoup. Bravo! Thierry Vincent. Juste pour dire un mot, répondre un peu, ou en tout cas poursuivre dans le sens de ce que Denis Raté a dit, et qui est une question qu'on se pose depuis les débuts de la vigile. Donc, ça fait un certain nombre de semaines qu'on patauge un peu dans ce questionnement-là. C'est la question de l'union, c'est la question de comment effectivement faire en sorte que le Québécois moyen se redresse, se tienne debout. Et malheureusement, je pense qu'il y a un changement de vision qu'il faut avoir. On se laisse toujours de l'illusion qu'on va trouver une solution qui va tout régler en un clin d'œil. Il n'y aura pas de règlement en un clin d'œil. C'est une question de constance et c'est une question de vision à long terme. Et il faut faire une refonte en profondeur de toute notre façon de voir les choses, de voir et la citoyenneté et les problèmes et les choses du genre. Et il faut se projeter très loin dans l'avenir. Il n'y a pas d'impatience à avoir. Il faut acquérir une patience d'acier. Et cette patience-là, il faut en même temps l'accompagner d'une vision extrêmement détaillée, extrêmement précise et réfléchie. Donc, connaissance, information, réflexion. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Et c'est des choses qu'il faut développer, c'est tout. En fait, la seule voie de sortie que je vois passe par ce biais-là. Et si les universités sont pourries et corrompues, si les banques sont pourries et corrompues, ben malheureusement, il va falloir repartir au mouvement coopératif, relancer une vraie coopérative bancaire, relancer des universités populaires et repartir la machine. En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus simple et le plus faisable? Repartir d'une nouvelle machine ou reprendre le contrôle de celles qui ont été créées de manière populaire et tout. Je pense à l'Université du Québec, par exemple, et à la Caisse populaire des Jardins. Est-ce qu'il faut se réinvestir dans les conseils d'administration de ces organismes-là et les retourner vers leur origine première, ou bien les abandonner, les laisser pourrir et puis recommencer? Bon, la question peut se poser encore, mais je pense que la principale révolution qui doit se faire au Québec, c'est une révolution mentale, c'est une révolution de nos conceptions. Le reste doit suivre, va découler de ça. Merci. Bravo. Quelqu'un d'autre aimerait dire quelque chose? D'accord, donc... Alors, j'aimerais souligner que Pablo Lugo, il s'en va, c'est sa dernière vigile. C'est ça. Donc, il s'en va à Colombie, il s'en va voyage en Colombie.
Et puis, j'aimerais le remercier, qui a été un irréductible, qui s'est présenté ici depuis que je l'ai invité au vigile. Bravo Pablo, qui compris fondamentalement c'était quoi les vigiles, qui s'exprimait à chaque fois, qui disait son fond de pensée, qui s'est pas auto-censuré. Et qui a compris aussi que c'était pas juste qui a respecté le cadre qu'on s'est donné, qui n'était pas de la promotion d'un parti ou quelque chose comme ça. Et puis, je veux dire, il nous a supportés de plein de manières. C'est lui qui fournissait les grands bâtons pour traîner la bannière, et puis il nous a amené du café quasiment tous les choses. Et puis en tout cas, tout ça pour dire que je remercie Pablo d'avoir été présent, de s'être exprimé, puis d'avoir participé au vigile, parce que bon, il sera pas là à la dernière. Fait que, je te souhaite bon voyage, puis je te remercie beaucoup. Merci Pablo. Merci Pablo d'avoir été présent. C'est son premier mot. Oui. Non, c'est moi qui dois remercier le vigile parce que lorsque je suis arrivé ici, moi je pensais que c'était le paradis. De toute façon, pour moi, le Québec c'est mieux que la Colombie. Tout à fait d'accord. Ce que je déplore, c'est que c'est une société plus éduquée que la mienne. Une société en Colombie, pour aller à l'école, il faut avoir de l'argent. Okay? La semaine passée, il y a eu un barrage et je vais raconter cette petite anecdote. Se sont réunis des paysans et des autochtones pour dire à la multinationale non, ça c'est sacré pour nous. Puis le gouvernement a donné le feu vert à la multinationale pour le déloger. Il y a eu 3 morts, puis tellement de gens blessés. Ici, on les voit pour l'instant. Pour l'instant, j'ai vu des images avec les autochtones, puis la police était gentille avec eux. Pas la même chose avec les étudiants, parce qu'ils savent qu'avec les autochtones, c'est autre chose. Alors, c'est grâce à la vigile que j'ai pris conscience, parce que mon pays, c'est le Québec. Le pays d'une personne, c'est pas le pays où la personne naît, c'est le pays où la personne se bat. Moi, malheureusement, j'ai quitté le pays parce que j'ai dénoncé le gouvernement. Je ne vais pas pleurer toute ma vie. C'est ici que j'ai vu maintenant avec ma famille, mes enfants. Et j'ai pris conscience que tout est un rêve, que c'est pas la vérité. C'est pour ça que chaque semaine, j'encourage les gens de sortir, manifester. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'on avait un gouvernement qui travaillait pour la... Mais je suis conscient que c'est pas le gouvernement qui met le contrôle sur le système financier. Puis j'ai pas autre choix. J'ai le choix soit de m'adapter, soit de changer les choses. Je sais que personnellement, je ne peux pas changer les choses, mais si on fait ça tout en collectif, comme société collective, on a un devoir à faire, et voilà. Alors, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de ce vigile, le fait aussi de me donner la parole, et merci. Je ne sais pas, est-ce que tu veux lire la déclaration? Excellent. Déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par les mensonges et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté de la plus élémentaire des citoyens et citoyennes de ce peuple, ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Par de ici. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyens et citoyennes. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. Encore un par de charrettes. En décidant d'agir de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré tous les réserves
que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout. Les Québec font par les faits même sont indivisibles, appartenance inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo!